Allez, alors je vous propose donc de commencer avec Gabriel Vitré, qui est secrétaire général du Conseil de développement de Nantes Métropole et qui va me rejoindre sur cette scène et qui va en une dizaine de minutes porter son regard sur 20 ans de Conseil de développement, déjà un âge avancé, on rentre dans l'âge adulte. Alors on va avec vous faire cette petite rétrospective et prospective sur ces 20 ans de Conseil de développement. Je vous laisse la parole. Merci. Merci de l'accueillir. Voilà. Merci pour le compliment sur l'âge avancé. On m'a demandé de faire une espèce d'interlude entre deux moments sérieux dans l'après-midi, et on me demande ça en plus au titre des anciens combattants. Alors, je vais vous montrer quelques images, hein. Je fais confiance à Alexandra pour suivre mes élucubrations. Là, je vous présente un ami. Alors, certains l'auront peut-être reconnu, il s'appelle Jean-Roch Coignet. Alors Jean-Roch Coignet, il a cette particularité, c'est un mémorialiste de l'époque napoléonienne, c'est un soldat de l'Empire. Il a fait toutes les campagnes du consulat et de l'Empire. Il était à Marengo, il a fait la retraite de Russie, il était à Waterloo, mais il a tout fait sans blessure et il est mort à 90 ans. Donc moi, c'est mes 12e rencontres nationales ici. J'ai 20 ans de service actif et j'ai pas non plus de blessure, à part d'amour-propre, mais ça, c'est pas très grave. Alors ce que je vais essayer de faire très rapidement, pas vous faire l'histoire des conseils de développement, mais de vous rappeler quelques éléments des rencontres et puis quelques éléments que moi j'ai pu tirer de mon expérience d'animateur ou de secrétaire général d'un conseil de développement. Alors, cette aventure des conseils de développement, enfin en tout cas des rencontres, elle commence en mars 2002 à Lyon, si l'image va arriver sûrement. Elle commence à l'initiative de Jacques Moulinier, qui était le président du conseil de développement de Lyon, et qui a été appuyé à cette époque par le président du conseil de Nantes, qui était Jean-Joseph Régent. Et l'idée, c'était de dire, ben voilà, il y a ces espèces d'objets participatifs non identifiés que sont les conseils, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces choses-là. Il y avait une ambiance un peu créative à l'époque. Alors, on n'était pas très nombreux, mais il en reste encore quelques-uns ici. Même certains travaillaient avec Jacques Moulinier, parce que j'ai revu ici mon vieux camarade Patrick Luçon, qui à l'époque s'occupait de la prospective à Lyon, de Millénaire 3, donc qui était très, très actif sur ces sujets-là. Et puis, je crois, il y avait Sandrine Castelbider, il y avait Marie-Christine Simian, enfin, on est quelques-uns dans l'amicale des fossiles. Et quand je dis il y avait une ambiance assez créative, c'est qu'il y avait la DATAR, il y avait Francis Samp, on allait avoir de l'argent, les conseils allaient être soutenus, ça allait être formidable. Effectivement, il y a eu une dynamique qui s'est créée. Dès octobre 2002, on était 300 personnes à Nantes, avec voilà, des gens dont certains vont pouvoir peut-être se reconnaître. Et ça allait très vite parce que dès le juin 2003, on était autant à Nancy. On était quasiment plus de 400, je crois, à Grenoble en janvier 2004. La même année, en 2004, on était à Lille et à Dunkerque, et puis à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2005, à Perpignan en 2006, à Plaine Commune en 2007. Enfin, il y avait une vraie dynamique des conseils de développement. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue jusqu'en 2011. C'était le moment où la vie des conseils a évolué. C'était les discussions entre les logiques commando et les logiques armées régulières. C'était est-ce que la coordination doit se structurer ou rester informelle. Alors les tenants, dont j'étais pas personnellement, mais d'une organisation structurée, l'ont apporté. Et honnêtement, ils n'ont pas eu tout à fait tort, puisque finalement la coordination a joué son rôle plutôt bien, y compris comme lobby, même si c'est devenu un gros mot aujourd'hui. Mais en tout cas, les commandos et les fantassins ont trouvé le moyen de dialoguer, même si j'entends dans certaines interventions que certains se sentent encore un peu éloignés de cette coordination. Et puis on s'est revus en 2011 à Angoulême. Moi, je regarde un bon souvenir de ces retrouvailles à Angoulême, pardon. On était, je crois, autour de 400, et puis on était 600 à Nantes en 2013.
Vous allez voir une photo, vous allez voir quelques amis d'Olivier Bouba, il y a Thierry Pêche, Jean Viard, toute personne dont il a parlé ce matin. Moi aussi, j'ai une longue carrière, donc comme je viens d'une métropole, je suis désolé, j'ai aussi été un peu trafiquant de cam dans ma carrière. Et puis, en 2014, je crois, on était même au Stade de France. Alors, on n'était pas sur la pelouse, on était dans des salles à l'intérieur, mais bon, la dynamique était reprise. Aujourd'hui, on est à 7. Il y a eu une petite interruption de 4 ans, mais qui n'est pas forcément liée au dynamisme des conseils, mais qui est plutôt liée à un manque de moyens pour l'organisation de ce type de rencontres. Alors, je vais essayer de tirer quelques conclusions, mais très rapides, très personnelles. Mon président est dans la salle, donc il faut que je surveille mon langage. Mon président, c'est Philippe Audic. J'ai essayé de ne pas dire n'importe quoi, parce que moi, j'ai 40 ans de vie professionnelle dans l'obscurité. Donc, me mettre en pleine lumière comme ça, il y a un risque d'accident quand même assez évident. Alors, le premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la liberté. Voilà, alors ça, c'est mon camarade là-bas ici, qui est l'auteur d'un petit livre dans les années 1500 et quelques, qui s'appelait le discours sur la servitude volontaire. Alors, vous l'avez sûrement lu, tous. En tout cas, il a écrit ça quand il est très jeune, enfin, il dit des choses sur la liberté. Mais tout ça pour dire qu'on a finalement que les droits qu'on gagne, et la formule peut s'appliquer au conseil, parce que la liberté des conseils, elle n'a pas beaucoup de limites, mais parfois ils s'en aperçoivent pas. Ils s'aperçoivent pas qu'ils sont libres en fait. Et ça, moi, ça m'a toujours paru étonnant depuis ces 20 ans, c'est que les conseils sont reconnus par la loi, ils sont autonomes, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens dans leur fonctionnement, mais c'est des vrais outils de liberté, de responsabilité aussi. Ils ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Mais cette liberté, ils ne sont pas toujours vraiment rendus compte qu'elle l'avait. Ils ne l'utilisent, à mon avis, pas suffisamment. En fait, on est toujours plus libre qu'on ne le croit. Et ça me paraît important pour les conseils de développement. Deuxième point important, c'est que ces conseils, finalement, sont des espèces de places publiques de la qualité citoyenne. Ils ont des défauts, évidemment, l'âge, la parité, la diversité, etc. On les connaît, mais sont des vrais lieux de réflexion. Et surtout qu'ils peuvent répondre à des questions qu'on ne leur pose pas. Et ça, c'est une vraie force. C'est des vraies places publiques de qualité citoyenne, parce qu'ils sont sur les territoires intercommunaux, qui sont des territoires quand même un peu nouveaux, dans lesquels les habitants se cherchent un peu des appartenances nouvelles aussi. Il y a une espèce de nouvelle citoyenneté effective sur ces territoires-là. Et les conseils de développement, c'est vraiment la place publique où peut se fabriquer la qualité citoyenne sur ces territoires un peu nouveaux. Normalement, il y a une image derrière où tout ça est expliqué, mais elle va sûrement arriver. Autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que les conseils sont des vraies universités prospectives des citoyens. Alors, c'est un grand mot, université prospective, mais le débat est complexe. Il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'information qui est quand même assez évident. Les citoyens ne se contentent plus aujourd'hui de répondre à des questions thématiques, et c'est souvent ce que les collectivités font. Ils veulent appréhender les choses de manière globale. Et donc, ils ont besoin d'une réflexion qui soit un peu continue, qui soit nourrie d'apports un peu conséquents. Et les conseils sont des outils, à mon avis, très, très intéressants pour ça. Ils peuvent produire un peu de pensée territoriale. Et cette pensée territoriale, alors, on a eu un universitaire ce matin qui en détient une partie, mais il n'est pas le seul. Et les conseils, du point de vue des citoyens, peuvent avoir ce rôle-là. Parce que le monde est complexe. Et dans ce monde complexe-là, on ne débat bien que si quand même on a un peu de savoir. Il ne suffit pas de dire je suis contre, je suis pour, d'éructer un certain nombre de choses. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de savoir, parce que le populisme participatif, il peut aussi exister. Hein. Parfois, je l'ai rencontré. Autre point important sur lequel je voudrais insister, c'est que les conseils sont aussi des lieux du débat public territorial ouvert. Enfin, l'atelier qui précédait ici, animé par Gaël Chapon, l'a bien montré. Aujourd'hui, très franchement, dans les partis politiques, on ne débat plus beaucoup, quand ils existent encore, les partis politiques. Et dans les structures de décision qui ont le nez dans le guidon, le débat n'a pas forcément suffisamment de temps pour se dérouler. Donc le besoin de lieux qui soient un peu ouverts, qui soient un peu libres, dans lesquels les enjeux sont débattus, analysés, critiqués au bon niveau, à distance de tous les a priori partisans, c'est un vrai besoin vital. Et les conseils, ils sont effectivement au cœur de ça. Ils l'utilisent là encore pas suffisamment, mais on voit que quand même ça se développe, et on l'a vu dans l'atelier, que ça se développe dans les conseils. On l'a vu par exemple avec l'expérience de Lille présentée par Gérard Flamand. Et les conseils sont
des lieux de, j'allais dire, on avait une formule à Nantes qui était celle de Jean-Joseph Régent, qui a été reprise par Philippe Audier, c'est-à-dire qu'on n'est pas des institutions, on est des respirations démocratiques. Et le fait d'être une respiration démocratique, pour le débat public, franchement, il y en a quand même bien besoin aujourd'hui. Et puis, autre point sur lequel je veux insister, c'est que c'est le débat sempiternel dans les conseils de développement, courroie de transmission, contre-pouvoir, etc. Je crois que les conseils ne sont pas des courroies de transmission, ils ne sont pas des contre-pouvoirs non plus. Et ils ne sont pas là pour faire l'interface forcément entre l'intercommunalité et les citoyens pour faire passer les politiques publiques. Et ils ne sont pas là non plus pour préparer les prochaines élections. Mais ils essaient, à leur niveau, de fabriquer un peu de commun, comme on dit aujourd'hui, ou un peu de nous. Je préfère le mot nous. Parce qu'on est dans un contexte quand même du moi-je qui est quand même assez évident. Et il faut mettre à distance à la fois les experts de la décision publique et les militants des causes spécifiques, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et cette idée de fabriquer du collectif pour les conseils, elle me paraît très importante, parce que moi je l'ai vu évoluer là au cours de mon expérience de vieux combattant, mais le collectif a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de collectif, n'ont que ce mot-là à la bouche, mais chacun veut bien faire du collectif, mais dans son groupe d'appartenance, si possible. Là où on sera d'accord entre nous, c'est toujours plus facile. Et effectivement, les conseils là-dedans doivent jouer quelque chose. Enfin, ils ont une musique citoyenne à jouer. Cette musique citoyenne, parfois, elle joue faux. Mais pour qu'elle joue juste, je pense que les conseils sont de bons instrumentistes. En tout cas, j'ai la faiblesse de le penser. Et tout ça, ça me paraît des points extrêmement importants sur le bilan que moi, j'ai pu tirer à partir de ma modeste fenêtre sur ce que sont aujourd'hui les conseils de développement. Alors après, il y a aussi des choses sur lesquels on peut débattre. En tout cas, moi, je peux avoir des regrets. C'est-à-dire on en a déjà parlé, on en parlera demain. Le système démocratique dans lequel évolue les conseils, il n'a pas bougé, et en tout cas, il reste peu lisible. Les conseils, c'est les enfants de l'intercommunalité. Mais dans un système démocratique qui, lui, n'a pas bougé d'un iota. Venez participer, citoyens, dans la commune, et la décision se fera ailleurs. Alors effectivement, il y a une réponse juridique à ça. Le suffrage universel direct, il existe, il est juridiquement reconnu avec le système du fléchage. Le problème du fléchage, c'est que les citoyens ne s'en sont pas aperçus, la plupart. Et parfois, je me demande même si les élus concernés ont remarqué son existence. Mais je caricature un peu. À peine pour avoir eu certaines conversations avec certains élus sur le sujet. Donc ce système démocratique-là, on en reparlera demain matin, mais c'est quand même un vrai hiatus démocratique. Et ça plombe les systèmes participatifs, parce que il y a quand même ce décalage et qui est dans la tête de tout le monde. Il y a une réalité vécue des habitants, et quand elle ne correspond pas avec la réalité vécue de la décision, c'est un problème. Et puis dans les regrets qu'il peut y avoir, alors vous voyez l'image, alors je vais me faire quelques ennemis dans la salle, je les connais déjà, mais les conseils ne résistent pas toujours à l'air du temps. Alors, je suis un peu old school, je suis un peu ancien, on a parlé de mon âge avancé dans la présentation, mais les conseils ont longtemps été tout seuls sur le marché de la participation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Des dispositifs participatifs, il y en a des dizaines, voire des centaines. Il y a un marché de la participation. Et que ce marché, il devient saturé, et donc dans un marché, il y a des vendeurs. Et donc c'est bien qu'il y ait tous ces dispositifs. Je veux dire, les citoyens ont des canaux d'intervention, d'information, de débat, c'est formidable. C'est bien aussi pour tous les vendeurs et surtout les recycleurs de vieux outils d'animation, dont certains datent des années 60, qu'on utilisait dans les entreprises, dans les années 70 ou même dans les colonies de vacances après. Et alors, je ne vais pas entamer un débat sur tous ces outils-là. Il y a des choses intéressantes dans le design des politiques publiques. Il y a des recherches qui sont effectivement très intéressantes. Il y a des outils numériques très intéressants. J'ai regardé aussi ce qu'a fait Bordeaux Métropole 2050. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je ne vais pas faire le discours contre les post-it et les gommettes. Plein de gens le font, puis ce serait un peu démago. Mais il faut être exigeant sur ces outils-là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il ne faut pas se laisser aller à des tas de modes, parce qu'il y a toujours des gens pour vendre des modes. Moi, je connais plein d'agences de communication qui se sont reconverties dans la participation très bien pour vendre des dispositifs. Il faut que les conseils aient une vraie exigence intellectuelle là-dessus. Et là, c'est une appréciation toute personnelle, mais et peut-être là aussi lié à mon âge, c'est qu'il y a toujours cette idée qu'on veut essayer de rendre la participation citoyenne ludique. Pourquoi elle doit être ludique? Est-ce que le débat public est ludique? Est-ce que la vie est ludique?
Moi, en tout cas, je ne me suis pas aperçu qu'elle était ludique. Mais enfin, il faut éviter ce conformisme participatif qui peut arriver assez vite. Alors, je terminerai par ce qu'on peut espérer à partir des conseils. En tout cas, pour les 20 ans qui viennent, ça ne se passera plus avec moi. Mais il y a un élément important. Alors là, je vais faire plaisir à mon camarade Yves Rebaud, mais il y a la question des femmes, en tout cas du renouvellement par les femmes. Il y en a quelques-unes aujourd'hui, il y en a même pas mal, mais elles ont souvent manqué dans les conseils. Hein. C'est une évidence, mais la situation change quand même un peu. Alors, c'est pas pour dire que les femmes n'ont pas d'approche fondamentalement différente de celle des hommes. Hein. La bienveillance ou la mauvaise foi ou la méchanceté sont à peu près réparties également entre les deux genres. Mais je pense que cet équilibre nouveau homme-femme va changer quand même un certain nombre de regards. Je pense que c'est un point important et ça peut changer beaucoup de choses dans la vie des conseils. Et puis dans les 20 ans qui viennent, il y a la question ce qu'on appelle les permanents, enfin dont je suis. Moi, je fais partie des vieux soldats, donc ceux qui arrivent aujourd'hui sont formés, ont été professionnalisés. Il y a des masters qui sont développés sur la participation. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui existent. Et puis surtout, ces animateurs-là, ils sont jeunes. Alors, c'est pas forcément une qualité en soi d'être jeune, mais c'est quand même un avantage parce que ça change le regard sur le monde. Quand on a à mon âge, on a des schémas de pensée et on a beau dire qu'on est très ouvert, etc. Les schémas de pensée, quand même, ils sont quelque part là et ils coincent toujours un peu. Et le fait qu'il y ait ces jeunes animateurs qui arrivent, je pense... J'en connais une assez bien ici qui s'appelle Marine Resson qui s'occupe du conseil de Saint-Nazaire et qui animera demain un forum justement sur ces outils nouveaux de participation ludique ou pas ludique. Mais moi je vois bien quand je discute avec elle, il y a effectivement un regard sur le monde qui est très différent et ça changera forcément la vie du conseil. Alors si j'ai juste un souhait à titre personnel, c'est peut-être que ce mot d'animateur que moi je trouve un peu connoté, peut-être qu'on pourrait le faire disparaître ou en inventer un autre. Après tout, les conseils, c'est pas des clubs de loisirs. Alors, je sais bien qu'on anime, on fait de l'animation, mais ce mot animateur, j'ai toujours eu un peu de mal. Alors, moi, je m'appelle secrétaire général, ça fait un peu 20e siècle. Je vous l'accorde. Je suis pas directeur parce qu'en fait, je dirige rien, mais il y a quelque chose sans doute à inventer là-dessus. Et autre élément sur lequel on peut se pencher sur l'avenir, c'est sur le sens de l'anticipation pour les conseils, parce que les conseils, par définition, sont des assemblées du temps long. Et aujourd'hui, on est dans un monde du temps court. L'information, aujourd'hui, elle est immédiate, elle est individualisée, elle est partagée immédiatement, elle est mondialisée. Et du coup, elle interroge la démocratie. Et elle l'interroge quand même assez fortement. Ce qui fait que chez les plus jeunes, il se passe des choses parfois bizarres. Enfin, je vous invite à lire les études de la Fondation Jean Jaurès ou le dernier livre de Yachamon sur le peuple contre la démocratie. On voit que pour les jeunes, un certain nombre de jeunes, en tout cas, la démocratie n'est plus un horizon indépassable. Et je pense que les conseils ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Ça me paraît très, très important. Il faudra que les conseils soient à la hauteur et il faudra qu'ils se transforment eux-mêmes. Et moins ils seront institutionnels, plus ils seront aptes au changement. Mais cette question de la démocratie et de son horizon, elle est, à mon avis, très, 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 très importante. Et puis, je vais faire un dernier point. J'espère que je n'ai pas été trop long. Sur ce qui, moi, me paraît alors essentiel pour les conseillers de développement, sur cette idée du futur, en tout cas de goût du futur. Franchement, l'ambiance générale n'est pas à la gaieté quand même aujourd'hui. Moi, quand je mets la radio le matin, on me dit couvrez-vous parce que la fin du monde pourrait arriver ce soir. Ça aide pas à passer la journée. Mais il y a une espèce d'incompréhension de ce monde et moins on comprend ce monde, finalement, plus on le dramatise. Et on est dans un espèce de présentisme qui devient le socle de réflexion de l'action publique. Alors, sur le présentisme, je vous invite à lire l'historien François Hartog, qui a très bien développé ça, le principe d'historicité. Je vous la fais courte, ou très, très brutalement résumée, mais en gros, il dit jusqu'à la Révolution, quand on prenait une décision, on regardait plutôt le passé, on regardait la tradition, et c'est ça qui nous éclairait pour décider quelque chose. À partir de la Révolution, on commence à regarder devant. On se dit le futur peut être désirable, il va améliorer la vie des populations, il va améliorer la vie des sociétés, donc il y a des choses à attendre du progrès. Donc là, on est sur l'idée du progrès qu'on a connu au 19e, 20e siècle.
Et puis ce progrès, techniquement, il a aussi fait quelques dégâts. Et donc aujourd'hui, on est bloqué sur ce présent. Enfin, il explique ça beaucoup mieux que moi. Mais du coup, l'idée de progrès se trouve un peu contestée. Et donc, on finit par appréhender le monde uniquement sous l'angle de la conservation et de la nostalgie. Et ça peut être très, très dangereux. Et les conseils, à mon avis, ont un rôle important à jouer sur cette idée du futur. Puisqu'ils sont aussi porteurs eux-mêmes de projets de territoire, de projets de société. Mais le projet de société à venir, ça ne peut pas être simplement d'organiser la fin du monde. Ça ne va pas être très sexy à expliquer aux citoyens. Et il faut être capable d'inventer des choses, de redonner du goût à l'avenir, de sortir de ce discours où la fin du monde va arriver chaque matin, qui est lié aussi à cette espèce d'information immédiate où il y a quasiment un événement historique par semaine et un changement de civilisation tous les mois. Et on finit nous-mêmes par se laisser prendre au jeu de cette chose-là. Donc les conseils ont un intérêt à être exigeants intellectuellement, ils le sont plutôt en général, à être des lieux où on débat en se mettant au bon niveau. Il y a aussi une espèce parler d'éducation populaire, mais il y a une éducation populaire à réinventer un peu aux couleurs du XXIe siècle, hein, avec les idées numériques, etc. Mais il y a quelque chose sur ce futur. Et dans la réforme institutionnelle, dont je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais pour le Conseil économique et social, il était question de l'appeler Chambre du futur. Et les conseils de développement, à leur échelle territoriale, sont effectivement ces chambres du futur. Et ils sont capables de l'appréhender sans être des militants de cause. La seule militance qu'ils peuvent avoir, et j'ai terminé juste là, c'est d'être franchement des militants de l'intelligence. Je vous laisse sur cette formule, soyez des militants de l'intelligence. Merci beaucoup Gabriel Vitré. Merci.